Dans le communisme, il y a commun à tous les êtres humains, au-delà des amalgames injustes qui ont tenté de disqualifier l'idéal communiste. Il est grand temps de rappeler ce sens du bien commun, de l'intérêt général, de la solidarité qu'implique la notion de communisme. Souvenons-nous du Front populaire, puis dans la résistance au nazisme, puis de la libération, avec l'œuvre inoubliable d'Ambroise Croizat, ministre communiste qui créa la Sécurité sociale. Oui, le Parti communiste français a joué un rôle décisif pour promouvoir le progrès social. Aujourd'hui, face à la norme de classe de M. Macron et à sa politique dévastatrice pour les plus démunis, il nous faut un parti communiste fier de son histoire, décidé à jouer un rôle moteur dans le rassemblement des forces de progrès. Karl Marx disait que la classe ouvrière est une classe universelle. En ce sens, qu'en se libérant de l'exploitation capitaliste, elle libère l'humanité tout entière. Transposée à l'âge de la mondialisation capitaliste et appliquée à ceux qui ont à lutter contre l'injustice sociale, ce propos est d'une vive actualité, y compris à l'échelle de l'Europe, enchaînée naguère par Jean Monnet au capitalisme et à l'atlantisme pro-américain, et qui n'est qu'une caricature de la belle idée européenne telle qu'elle l'a rêvée Victor Hugo. Le poète voulait une Europe du progrès social et humain, non une Europe de la concurrence libre et non faussée, qui fait du social un résidu facultatif. Le sens de la justice sociale ne doit pas se réduire au supplément d'âme d'un monde sans âme. Au Parlement européen, les élus communistes ne manqueront pas de combattre une économie dévoyée par des financiers indifférents au sort des laissés pour compte. Il est temps de refonder l'Europe sur la justice sociale et la responsabilité écologique, sans oublier la laïcité, idéal d'émancipation, plus actuel que jamais. Je souhaite un beau succès à Yann Brossard et à sa liste pour que la France de notre regretté Jean Ferrat parle haut et fort à Bruxelles. Sur ces belles paroles, je vais laisser la place à Voilà, donc je vais commencer par remercier Lassana de nous avoir fait le plaisir de venir à Quimper et dans le Finistère. Alors pour information, la seule date que fait Lassana en province, la seule date qu'il a fait, c'est dans le Finistère, et donc merci de nous avoir choisi pour ton accueil. Alors oui, aujourd'hui, on voit en France, comme en Europe, la montée des populistes et bien au-delà des extrêmes nationalistes et bien évidemment craignante, elle nous fait peur par rapport à tout ce qui se passe en Europe. On le voit en Autriche, on l'a vu en Italie, on le voit dans de nombreux pays, notamment en France. Cette peur de l'extrême droite qui déstabilise les peuples entre eux, qui nous fait peur, qui permet de mettre en concurrence les peuples entre eux, ça les communistes nous ne voulons pas, et le message de Yann Brossard ainsi que les candidats européennes reste le même. Nous combattons, nous avons combattu et nous combattrons le Front National quoi qu'il arrive. Et nous n'avons pas peur de le dire, nous combattrons toujours quoi qu'il arrive le Front National. Nous avons, nous, la différence avec les autres listes, c'est que nous sommes sûrs que les 79 candidats que nous avons n'ont pas un passé de l'extrême droite. Les élus que nous avons sont sûrs, nous, ils n'iront pas vers l'extrême droite et ils n'appelleront pas à voter pour l'extrême droite pour faire barrage à Macron. Nous, ce que nous faisons pour faire barrage à Macron, c'est qu'on rassemble les gens. C'est qu'on aime voir les gens ensemble sur un pied d'égalité et libre. On ne veut pas d'une classe sociale, une élite et des gens de plus en plus pauvres. Ça, nous n'en voulons pas. Alors aujourd'hui, on voit le service public, la poste, l'hôpital. L'hôpital, vous savez, comme à Morlaix, à Quimper, à Concarneau, tu es bien implanté dans les comités de défense des hôpitaux du sud du Finistère. Et voilà. Aujourd'hui, on voit tout ça qui s'écroule. La poste, le service de bureau de poste de proximité qui s'écroule. On ne les voit plus. L'hôpital, des services qui ferment. Les urgences, la cardiologie, une maternité. Et toutes ces petites fermetures, alors Macron nous a promis pas de fermeture d'hôpital. Mais il n'a jamais dit qu'il ne ferait pas des fermetures de services. Il n'a jamais dit qu'il ne ferait pas des suppressions de postes qui entraînent des fermetures de services. Toutes ces choses liées font que notre service public se dégrade. Oui à l'Europe qui soigne, oui à l'Europe égale. Dans les lycées, on le voit avec le mouvement Parcoursup qui vient de créer. J'ai eu un coup de téléphone d'un professeur principal de Brest qui m'a expliqué qu'il avait 32 élèves. Sur ces 32 élèves qui ont formulé des vœux en licence, 83% ont eu des refus. Qu'on ne vienne pas dire que le système Parcoursup est résolu avec ces problèmes que l'on connaît. C'est totalement faux.
Alors évidemment, il y a le loi Blanquer qui vient d'être sorti, et aujourd'hui on voit des directeurs d'école, des directeurs de collège, qui se font muter de force, ici ou là, par rapport à leur opposition à la loi Blanquer. C'est un gouvernement brutal. On l'a vu avec les lycéens à Mantes-la-Jolie qui ont été mis à genoux, les mains à la tête. On avait l'impression de revenir pendant la Seconde Guerre mondiale à Vichy, sous le régime vichiste. C'était une véritable honte d'avoir martyrisé ces lycéens. Aujourd'hui, le seul journal, je dis bien le seul, qui a fait un bilan de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie, c'est le journal L'Humanité. Et c'était avant-hier. C'est une véritable honte de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. Alors, pour revenir à aujourd'hui, on a Lassana Bathily à nos côtés. Lassana Bathily qui a le seul communiste qui a fréquenté autant de fois l'Élysée, avec ses distinctions, qui a eu une décoration avec le pape, qui a été à la maison. Alors, je vous dire dans la voiture, avec qui nous a dit ça, on a dit on fonce. Là, on est sûr qu'on va y arriver. Qui a été reçu à la Maison-Blanche, qui a une journée en son nom à New York. Et oui, ce héros de l'hypercachère qui, héros parmi les héros, est resté toujours humble et travaille toujours dans un métier très délicat, très difficile. L'agent de sécurité, c'est un métier au quotidien, au contact des gens. Tu le sais très bien, Lassana, c'est le Parti communiste qui est toujours au contact le plus près des gens. Alors, je disais tout à l'heure, je vais donner un petit chiffre, 1429. C'est le nombre de mineurs isolés de moins de 12 ans qui sont enfermés dans les centres de rétention type CADA, etc. La France a été condamnée à 6 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été le seul pays à être condamné depuis 2010 6 fois d'affilée en Europe par rapport à son traitement contre les migrants. Et je dis bien contre, et je le martèle, car le seul parti qui a refusé de renforcer le contrôle des frontières Schengen, ça a été le Parti communiste. Le Parti socialiste a voté pour. L'Europe écologiste s'est abstenue. Vous vous rendez compte que le Parti socialiste est plus allié de foi et a voté en même temps que la droite et la droite extrême en Europe qu'avec le Parti communiste. Pour rappel, le Parti communiste est le seul parti à avoir refusé l'ensemble des traités libéraux qui ont mis en concurrence les peuples en Europe. C'est le seul parti, et ça le restera pour de nombreuses années. Cette concurrence libre et non faussée qui a absolument détruit notre rail français, la SNCF. Aujourd'hui, on le voit, nous demandons, nous, communistes, pour l'écologie, d'un service public du rail beaucoup plus important. Réponse de Macron, nous fermons la ligne Perpignan-Rungis qui va mettre 80 cars en plus sur la route chaque jour. Voilà la réponse de Macron pour l'écologie et l'environnement. Alors moi je me demande, c'est la dernière ligne droite, il nous reste quelques points à grappiller pour envoyer 4 élus au Parlement européen. Le Parti communiste c'est quoi? Le Parti communiste c'est plus de 800 maires. C'est 7000 élus de terrain et je regarde Pierrot quand je dis ça. C'est un parti qui est le premier en France à avoir un nombre d'adhérents aussi important. C'est le premier parti de France en termes d'adhérents. Aujourd'hui, Yann Brossard, en Europe, a reçu le soutien du PTB, les Belges. Vous savez, avec son charismatique leader, Unidad Podemos, avec la maire de Barcelone, celle qui va être en concurrence avec Manuel Valls. Tout à l'heure, on rigolait avec Lassana dans la voiture, et on disait Manuel Valls, c'est l'homme qui va bientôt se présenter en Algérie pour remplacer Bouteflika. Il va aller partout, Yann Brossard, c'est le soutien de Clinique, c'est le soutien du Sinn Féin. Aujourd'hui, nous avons une gauche forte en Europe avec le groupe des communistes GUE-GNL. Aujourd'hui, je vous demande à tous, dans cette dernière ligne droite, d'apporter, de faire sortir les gens qui hésitent, de leur montrer tous les atouts que l'on a, car nous avons une belle liste. La seule liste composée de 50% d'ouvriers et de travailleurs. La seule liste à vouloir faire entrer la femme ouvrière au Parlement européen depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire le 26 mai, c'est d'aller mettre un carton rouge à Macron en votant pour la liste rouge, justement, la liste du Parti communiste français. Donc je vais laisser la parole à Lassana, parce que c'est un peu la star de la journée. Et merci à vous. Voilà, vous savez pourquoi je me suis engagé avec Yann Brossard.
parce que depuis mon premier discours, après les attentats à l'hyperclasseur, je me disais que ce qui s'est arrivé, j'ai fait un acte normal, un acte humaniste. Voilà, j'ai fait beaucoup de débats après les attentats. Je suis dans le quartier, parler, vivre ensemble auprès des habitants. C'est là même que j'ai croisé Yann Brossa parce qu'il est vastement très près des populations. Voilà, à chaque invitation, j'ai côtoyé Yann Brossa chaque fois, après on s'est senti des coordonnées. Voilà, je me disais que les discours qu'il porte, il a des discours de rassemblement. La seule personne qui peut nous rassembler, c'est quoi? C'est Yann Brossa. Parce que les discours qu'il nous amène, c'est ça même que la France, on a besoin de ça. Parce que vous voyez qu'on est trop divisé. On est trop divisé. Chacun ses pas. Les religions sont divisées, les populations sont divisées. Maintenant, si on a une personne qui peut nous rassembler, pourquoi pas on donne la chance à cette personne-là? C'est ça que je ne comprends pas. Dans la vie, il ne faut pas être ignorant. Moi, je me suis engagé et je suis fier d'être près de Yann Brossa. Parce que je sais qu'il peut défendre nos valeurs. C'est pour ça que je me suis engagé près de lui. Pourquoi je suis près de Yann Brossa? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question pourquoi ça a été engagé dans la politique. J'ai dit non, je ne suis pas engagé dans la politique. Je vois la personne qui peut nous rassembler. Ce n'est pas question que je me suis engagé dans la politique. Vous voyez qu'on est beaucoup divisé. On voit l'extrême droite qui monte partout en Europe. Même en France, il y en a partout, il y en a plein. Ben, si une personne qui peut nous rassembler, toute la France, toute l'Europe, moi je crois qu'il faut donner la chance à cette personne-là. Voilà, c'est pour ça que je disais la dernière fois, c'est à nous de montrer et c'est à nous de donner la puissance à Yann Brossa. Parce que c'est vrai qu'il a tout donné. Il a tout donné de la campagne, il a vastement montré sa force. Même derrière le débat sur les France D, quand on est parti, il y a même les partis qui sont venus féliciter Yann Brossa, tellement qu'il avait une tête de discours, il a des combats pour nous réunir ensemble. Franchement, c'est quelque chose qui est fort. Maintenant, nous, les populations, que ce soit la partie communiste, tous les partis qui croient vraiment à Yann Brossa, glisser un petit pied, comment ça s'appelle, voter le jour des 26 mai, bien sûr. Voilà, petit glisser, voilà. Voilà, parce que même moi, il y a beaucoup de... Là où je travaille, la majorité, c'est les socialistes. Mais quand ils voient que je suis engagé près de Yann Brossa, souvent ils viennent me voir, ils disent que franchement, tu as pris bon soin. Parce que Yann Brossa, il a des discours qu'il a à la main. Il faut quelqu'un comme ça en France. Je disais, moi je ne suis pas engagé pour rien, je suis engagé parce que je vois quelque chose qui peut nous arriver. Parce que là, aujourd'hui, quand on voyait tous ces extrêmes droites qui étaient telle division, ils parlent de comment ça s'appelle, la religion, ils parlent des immigrations. C'est quelque chose qui est dur parce que moi je suis passé par là. C'est ce que mon arrivée en France c'était compliqué. Mais malgré tout ça, il y a des bons Français qui m'ont aidé aussi de monter de ces problèmes-là parce que sans eux, je crois que je ne serais pas là parce que je peux tomber par la police, ils peuvent me ressusciter dans mon pays ou je peux me trouver même dans la prison. Mais ils ont fait tout pour m'encadrer. Bon, maintenant, c'est à mon tour aussi de rendre aux Français ce qui est humanisme. Voilà, c'est pour ça que je me suis engagé près de la communiste. Parce que je n'ai pas encore adhéré dans les partis. On a des buts d'adhésion. Voilà, je suis pas encore adhéré, mais quand même, je suis à 100% et j'assumerai ma position envers Yann Brossa. Voilà. Un mot avant l'échange avec la salle. Déjà pour remercier l'Astana d'avoir fait le déplacement.
Vous savez que c'est le premier déplacement en région que la SANA fait de la campagne électorale, dans la mesure où tu es très sollicité aussi par ton travail. Yann d'ailleurs t'a proposé d'être candidat, et c'est vrai que tes impératifs professionnels ont fait que c'était compliqué à envisager pour toi. Donc on mesure la valeur du soutien que tu donnes à Glenn Saout en venant en Bretagne, en venant dans le Finistère pour soutenir notre liste et pour soutenir notre jeune candidat. Donc là, on est à une semaine du vote. Je voudrais dire ma satisfaction de la campagne que nous avons menée partout en France et dans le Finistère, qui a été une campagne ambitieuse. On a fait quand même beaucoup de réunions publiques, ici même sur la défense des services publics avec Marie-Pierre Vieux, Laurent Brun et un certain nombre de syndicalistes de l'éducation, de la santé. Ça a été un beau moment aussi d'éducation populaire et de partage d'expériences sur la manière dont les services publics sont attaqués à la racine les uns après les autres, de manière à remettre en cause aussi le modèle républicain qui était celui bâti à la Libération en France. Et en même temps, c'était pas un discours défaitiste, c'était aussi dire que de l'argent, il y en a. Justement, il y a 2 000 milliards d'euros qui ont été accordés aux banques suite à la crise financière au niveau européen. Il y a 80 milliards d'euros d'évasion fiscale en France, et sans compter l'ISF qui a été supprimé par Macron et le CICE qui a été prolongé aussi et qui donne des milliards chaque année aux grandes entreprises, les Carrefour, Auchan, y compris les GAFA. Donc c'est évident que de l'argent il y en a pour mener une politique sociale, une politique de service public en France. Et c'est ce discours qu'on a porté partout dans le pays et que Yann Brossa a porté aussi avec brio tout au long de cette campagne. Je dois dire que depuis quelques jours, le discours qu'on entend sur les marchés autour de nous, c'est quand même un discours très positif par rapport à notre tête de liste, qui donne envie à des gens qui n'ont jamais voté communiste ou qui ne votaient plus communiste de voter pour Yann Brossa. Parce qu'il a un discours qui parle à la fois à l'intelligence et au cœur, sans agressivité, en assénant des arguments percutants, avec des exemples concrets, proches du quotidien des gens, en se positionnant en dehors des clivages politiciens par rapport aux problèmes de société que rencontre la population. Et donc pour nous, c'est un point d'appui important, mais ça ne fera pas tout. Glenn l'a dit tout à l'heure, cette campagne, on sait que ça va beaucoup se jouer dans les derniers jours, que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas encore pour qui ils vont voter, notamment pour les gens qui votent à gauche, que beaucoup de concitoyens hésitent à voter parce que la dispersion des listes fait que c'est pas forcément évident de s'y retrouver et de savoir quel sera le vote le plus efficace. Je ne sais pas si Glenn l'a dit dans son introduction tout à l'heure, parce que je suis arrivé un petit peu en retard, mais un argument qui est important, je pense, c'est de dire que si la liste du Parti communiste conduite par Yann Brossa fait les 5%, on envoie 4 députés européens de plus au Parlement européen. Si vous donnez 1% ou 2% de plus à la liste France Insoumise, ça ne changera pas les choses fondamentalement. Et pareil pour la liste du Parti Socialiste, Benoît Hamon étant plus loin des 5% actuellement. Et c'est important d'avoir 4 députés de plus au Parlement européen, puisqu'on l'a vu notamment quand Laurent Brun et Marie-Pierre Vieux sont venus ici à Quimper, la loi sur le 4e paquet ferroviaire qui dérégule le transport ferroviaire et qui démantèle la SNCF, elle s'est votée avec une majorité d'une quinzaine, une vingtaine de députés. Ce qui fait que s'il y avait eu 10 députés de la gauche antilibérale de plus au Parlement européen,
ça changeait la donne. Le Parlement européen n'a pas d'initiative parlementaire, mais toutes les propositions qui émanent du Conseil des ministres européens ou de la Commission européenne sont validées par le Parlement européen. Donc c'est faux de dire que les parlementaires européens ne servent à rien, puisque on sait que 80% des lois françaises sont en quelque sorte des calques ou des prolongements des lois qui sont votées au Parlement européen. Donc ça a de l'impact. Ça a de l'impact pour le quotidien des gens, pour le quotidien de nos concitoyens, et ça a de l'impact aussi pour nous à gauche. La gauche actuellement, elle est en lambeaux, elle est divisée, elle est affaiblie comme jamais. On nous donne avec un total de 30% des voix au niveau de la France, et c'est pas qu'un mouvement français, c'est européen. Et c'est très important que le Parti communiste garde une voix importante à gauche, puisque c'est le seul parti qui, au cœur de son projet, a le rassemblement des forces populaires pour l'intérêt de la population, et qui n'oppose pas la lutte contre les logiques capitalistes et libérales, et la défense des intérêts ici et maintenant de la population, en ayant des élus qui servent les intérêts de la population, en travaillant dans des majorités de rassemblement dans les collectivités locales pour servir les intérêts de la population et résister aux conséquences des politiques libérales. Donc je pense qu'on est tous ici présents convaincus du bien fondé de se mobiliser encore pendant une semaine pour gagner quelques voix. Mais je pense que la qualité de la campagne qu'on a menée ces derniers mois doit nous donner vraiment du cœur à l'ouvrage. Parce que je crois, c'est un peu le retour qu'on a des militants qui ont plus d'expérience, qu'on n'a jamais mené de campagne européenne aussi dynamique que celle-ci avec Yann Brossa. Avec un comité de soutien extrêmement large. Il y a la Bathily, c'est pas rien d'avoir une personnalité telle que lui comme président de notre comité de soutien. Il a tout de suite dit oui au tout départ de la campagne de Yann Brossa. On a Josiane Balasco qui a fait le clip de campagne de Yann Brossa. On a Patrick Pelou, l'urgentiste qui était journaliste à Charlie Hebdo, qui a échappé par miracle à la tuerie de Charlie Hebdo en 2015, qui était auparavant plutôt un soutien de Nouvelle Donne. Le réalisateur Costa Gavras. On a aussi dernièrement Henri Pénaruis, philosophe, spécialiste de la laïcité, qui était auparavant un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Marc Delez, cofondateur du parti de gauche, qui soutient aussi Yann Brossa. Donc on a vraiment des soutiens extrêmement larges, qui débordent largement le champ traditionnel, disons, des sympathisants du Parti communiste. Et c'est de nature à nous mettre en dynamique. Derrière, on sait que derrière ces élections européennes, il y aura toute une bataille pour reconstruire la gauche, rassembler la gauche, trouver des ponts entre les différentes organisations de gauche pour qu'on puisse ensemble proposer une alternative à ce tête-à-tête mortifère entre l'extrême droite et les forces néolibérales qui sont actuellement emmenées par Macron, qui est en train de faire, y compris une OPA sur l'électorat de droite, en se présentant comme un homme d'ordre et puis en servant les marchés comme jamais auparavant la droite l'avait fait. Donc c'est vraiment un moment très important. Je ne vais pas parler plus longtemps, je propose qu'on ait un échange avec Glenn et puis la Bathily, parce qu'il y a certainement plein de choses à dire encore sur les enjeux de cette campagne électorale. $1 milliard donnés en 2 jours. Combien de pas de dire qu'il n'y a pas d'argent en France? Quand Marie-Hélène Bourla, dans le film Merci Patron, dit qu'il y a besoin seulement de même pas $1 million pour pérenniser l'entreprise dont elle faisait partie avec Bernard Arnault, que Bernard Arnault refuse tout ça et donne derrière 200 millions d'euros à la reconstruction d'une cathédrale. En attendant, ce que peu de gens savent, c'est qu'en Guyane, il y a un hôpital qui a brûlé il y a 3 ans, ils attendent 800 000 euros pour le refaire, ne serait-ce que fonctionner à 50%. Toujours pas le moindre centime qui est arrivé en Guyane pour sauver l'hôpital. Alors qu'on arrête de nous dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'on arrête de faire payer les plus pauvres,
Un coup, il me dit que c'est les retraités qui doivent être solidaires des actifs. Un coup, c'est les actifs qui doivent être solidaires des retraités. Mais quand est-ce que les riches sont solidaires de la population? Quand est-ce que les riches aident les plus pauvres? Parce qu'on ne vient pas me dire que Bernard Arnault, avec ses 200 millions d'euros, c'est lui qui les a gagnés avec la sueur de son front. Qu'on ne vienne pas me dire que tous ces plus riches, notamment Liliane Bettencourt, et encore, en ce moment, on a... Et encore, on a les Balkany en ce moment, qu'on ne vienne pas me dire que ces gens-là, ce sont des ouvriers, des forçats de travail. Comment on peut dire aujourd'hui que nous pouvons vivre avec 1200 € correctement en France? Comment pouvons-nous dire ça? Et puis le mieux, c'est Nathalie Loiseau avec son SMIC européen. 80% du salaire médian en France, 980 €. C'est-à-dire qu'elle baisserait encore de 400 €, 300 € pardon, le SMIC français baisserait de 300 €, alors que même avec 1200 €, on n'arrive pas à vivre avec. Mais pour qui s'ouvre encore? Mais dans quelle société on vit là? Donc c'est pour ça que le 26 mai, je le répète et je le répète, donnons un carton rouge à Macron en glissant le bulletin Yann Brossard dans le vent. Je le dis et je le répète encore une fois, le bilan des députés européens, nous avons été le seul à le fournir. Un bilan comme celui-là, nous avons été le seul à le fournir. Maintenant, la balle est dans notre camp. On a une dynamique, comme je le dis toujours, on fait une campagne de dingue. Et je l'ai dit, je le répète, restons fiers de nos couleurs et votons le 26 mai pour Yann Brossard. Maintenant, je pense que vous avez des choses à demander à Lassana par rapport à sa vie, etc. Et je pense que Lassana serait très heureux de parler avec vous toujours. Je vais rajouter une petite précision locale à ce que tu as dit à propos des subventions pour la reconstruction de Notre-Dame. Le maire de Quimper a fait une très généreuse subvention à cet effet, mais dans le même temps, il a refusé la proposition de notre élu de donner une carte de bus gratuite aux demandeurs d'asile qui sont logés très loin du centre de Quimper. Il refuse systématiquement à chaque fois que la question est reposée. Petite précision, effectivement, sur ce qui se passe à l'île de Quimper. Je suis militant depuis une quarantaine d'années. Donc, mon premier vote dans la ville où j'habitais, dans Val-d'Oise, c'était une municipalité de droite. Et en 1977, on a élu un maire communiste qui est toujours en place aujourd'hui et qui a fait la démonstration que voter rouge, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas parce qu'effectivement, on a la certitude d'avoir des élus qui respecteront leurs engagements et qui seront en lien avec la population. La démonstration, je crois que on est convaincu de ça depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je crois que depuis la naissance du Parti communiste en 1920, ça a toujours été la démonstration. Et quelle que soit l'histoire par laquelle il a été traversé, il a fait la démonstration à la libération en 1945 avec les acquis du CNR, qui servent encore. Et Yann Brossard, ce qui m'a plu il n'y a pas longtemps sur les médias, il a renvoyé dans les 22 le mec du Figaro qui lui disait Facebook, vous l'utilisez mais vous critiquez. Et il lui a dit mais vous utilisez bien la Sécu et alors qu'à longueur d'édito dans le Figaro vous la démolissez. Donc c'est bien la démonstration. Et il aurait pu rajouter, c'était un ministre communiste qui s'appelle Ambroise Croizat qui a créé la Sécu parce que c'était dans le CNR. Et ils n'avaient pas le choix, avec le parti des fusillés, de mettre en place la sécurité sociale. Parce que c'était quand même quelque chose, d'ailleurs c'était acté dans le CNR, y compris quand Jean Moulin est venu rue du Four pour le 27 mai 1943, pour effectivement, ça a été acté déjà à ce moment-là. Donc à la Libération, ils n'avaient pas le choix. Donc, encore une fois, et je pense qu'effectivement, Yann Brossard, c'est le meilleur candidat à gauche. On fait la démonstration parce qu'on voit bien que le PS, avec le virage à droite qui a été fait depuis de nombreuses années, il a basculé malheureusement dans la compromission avec le capital
Et les communistes n'ont jamais dérogé à ça, quoi. Donc c'est la démonstration que voter communiste aujourd'hui, voter Yann Brossard pour les européennes, on a la garantie d'avoir des élus qui défendront les salariés, qui défendront les services publics, qui sont attaqués de toutes parts. La modernité, c'est les services publics qui ont été construits à la Libération et qui continuent d'exister, quoi. Voilà ce que je voulais dire d'entrée. Et bravo les jeunes, que ce soit Lassana ou Glenn, parce que franchement, vous faites la démonstration qu'il y a une action de la jeunesse. Et la jeunesse ne s'en fout pas de la politique, c'est aussi un mensonge, ça. Parce que c'est la démonstration, encore une fois. Merci en tout cas tous les trois, et surtout les acteurs de la liste. Et jamais critiqué par les sociaux-démocrates. Parmi eux, il y avait un des plus grands traîtres, c'est M. Hartz, qui a créé la fameuse loi Hartz IV. Et ça casse complètement le droit des travailleurs. Et la loi Hartz IV veut dire, si quelqu'un est au chômage, il doit accepter n'importe quel travail, sous des conditions abominables, ce déplacement jusqu'à 150 km de distance, simple à aller. Et donc, parlons pas de SMIC, parce qu'en Allemagne, il n'y a pas de SMIC. La situation historique était telle que, dans les années 80 et 90 encore, le syndicat unique était très fort, et donc les patrons étaient tremblés devant le syndicat. Sous la menace d'une grève, si 6 millions de métallos font grève, toute l'Allemagne s'arrête. Du coup, ils étaient toujours prêts à négocier. C'est pour ça qu'on a rarement eu des grèves en Allemagne, parce que les patrons étaient plus futés. La situation a carrément changé avec l'annexion de la RDA. Et donc le patronat a pris une position extrêmement forte. Ils ont tout détruit. Et suite à ça, ils ont commencé à détruire systématiquement tous les services publics. Commençons avec la Poste, continuons avec le chemin de fer, la Deutsche Bahn, qui était avant un modèle de précision. Le train n'était pas en arrêt ni en retard. Maintenant, c'est courant. C'est courant parce qu'ils ont privatisé tous les technicentres et maintenant les trains sont mal entretenus, ils tombent en panne parce que le profit règne. Hein? J'avais 2 oncles en Allemagne qui étaient cheminots tous les deux. Ils ont dit ils vont payer tout ça très cher. Et qui va payer, c'est le peuple. Hein? Donc, pareil pour toutes les privatisations ailleurs, la Poste. Moi, je viens de Saarbrück, c'est une ville de 200 000 habitants. Dans mon quartier, quand j'étais petit, on avait 30 000 habitants, il y avait 3 bureaux de poste. Maintenant, il n'y a plus un seul. Plus un seul. Pour envoyer une lettre ou un colis, il faut aller dans un supermarché. Donc, ils sont arrivés là. Hein? Et ils parlent du petit nombre de chômeurs en Allemagne, 3%. Même mon frère habite à côté de Munich. Là, il y a même une ville, ils ont 0,5% de chômeurs. Mais sous quelles conditions? Les gens travaillent pour 4 ou 5 euros l'heure dans les abattoirs, vider, faire des travaux ingrats dans l'agriculture, etc. Et qui travaillent pour 4 ou 5 euros sont les Syriens, les réfugiés qui sont venus parce qu'ils sont obligés de chercher quelque chose pour vivre, les Bulgares, les Roumains, hein, qui servent partout de baisser les prix. Et après, à la Poste, ils ont réussi à installer un SMIC de 9 euros, à peu près comme l'autre. C'est tout. Et les autres sont soumis à une pression énorme partout. Donc, surtout pas ne suivre le modèle allemand. C'est ça. Et puis nous disons un mot aussi de ce qui s'est passé de l'intérieur, parce qu'on est un peu curieux aussi, ce qui s'est passé et tout ça, et puis l'après aussi, comment tout ça, tout ce qui a été déclenché. Donc, si tu peux nous toucher 2 mots, ce serait parfait. Voilà, bon, je suis né au Mali. Au Mali, je suis né le 27 juin 90.
Voilà, j'ai grandi avec ma mère. Mon père, il a fait toute sa vie ici en France. Mon père, il est arrivé en France en 1967. Mon père est arrivé en 1967 en France. Il a travaillé toute sa vie ici jusqu'à la retraite. Il fait des allers-retours jusqu'aux vacances. Voilà, nous, on a grandi avec ma mère et les oncles. Voilà, c'est pour ça que je connais. J'ai pas beaucoup de liens avec mon père, parce que je connais que c'est mon père, mais il n'y a pas de liens entre fils et père, parce que j'ai grandi derrière lui. Voilà, bon, quand c'était là-bas, ma mère m'avait inscrit à l'école coranique. Voilà, l'école coranique, j'ai commencé à l'âge de 6 ans, sur un portable. Bon, quand j'ai commencé, je suis resté 2 ans à l'école coranique. Bon, après l'école coranique, j'ai abandonné. J'ai mes oncles qui travaillent dans le jardin. Mais souvent, j'aide à travailler s'ils ont besoin de l'eau. Parce que l'eau, c'est loin du village que je suis né. Souvent, ça, c'est l'eau pour apporter les gens de boire ça. Moi, c'était comme ça jusqu'en 2004. En 2004, mon père, il voyait que je ne faisais rien, je ne suis pas allé à l'école. En 2005, il a décidé de me faire partir au Sénégal, Dakar. Quand je suis parti à Dakar, je cherchais mon visa à Dakar. Voilà, j'ai eu un visa touriste en 2005. Fin 2005, quoi. Fin 2005, au mois de décembre. Voilà, j'ai grandi dans mon petit village comme ça, parce que, vous savez, les mots, l'éducation, c'est fort. Parce que j'ai grandi avec les hommes. Là-bas, l'enfant, c'est pas qu'une seule personne qui doit éduquer l'enfant. C'est presque tout le village. Voilà, quand tu fais des bêtises, même s'il n'y a pas de tes parents, s'il y a un adulte qui peut te corriger, voilà, il va te supporter. Même si tu cours, tu pleures, tu dis à ta mère ou ton père, cette personne t'a frappé, il va te répondre quoi? Si t'a frappé, peut-être t'a fait quelque chose de mal. Sinon, il ne va pas te faire plaisir de te frapper. Voilà. Du coup, même s'il nous frappe dehors, on ne dira plus. On ne dit plus rien. Voilà, c'est grandi comme ça au village. On a ces respects entre les grands, même des adultes, quoi. Que ce soit les vieux, des adultes. Le respect, c'est comme ça. Parce que même en arrivant en France, j'ai eu un peu aussi des difficultés, parce que l'éducation africaine, l'éducation européenne, c'est pas du tout la même chose. Parce que nous, en Afrique, s'il y a un adulte qui te parle, tu baisses la tête, tu écoutes ce qu'il dit, après tu t'en vas. Mais en Europe ici, si tu fais ça, ils vont te quitter à manque de respect. Il faut regarder la personne en face. Voilà. Voilà, quand je suis arrivé, j'ai eu ces difficultés en France, parce que quand il parle, moi je baisse toujours la tête. Moi je crois que c'est ça qui est respect, mais en fait, c'est le contraire ici. Voilà. Bon, je suis arrivé en France au mois de mars 2006. Quand je suis arrivé, c'était très compliqué, hein, parce que je ne parlais même pas un mot de français. C'était compliqué parce que mon père il était au Mali, ma mère elle était là-bas. J'étais avec des cousins au foyer immigrant. Il y a presque 4 personnes dans une chambre 3 mètres carrés. Voilà, c'était compliqué. Mes cousins qui étaient là, ils sont beaucoup plus âgés que moi, et ils partent au boulot. Moi, ils me laissent au foyer toute la journée, regarder la télé, je ne faisais rien. Bon, un jour, j'ai décidé de sortir. Je me suis renseigné à la mairie. Ils m'ont montré à la mairie, je disais que moi, j'ai envie d'apprendre la langue, parce que pour intégrer au foyer comme ça, c'est pas facile. Déjà, je ne parle pas la langue, je suis enfermé toute la journée, je ne faisais rien qu'à la journée. Voilà, quand je suis parti à la mairie, ils m'ont donné un formulaire de remplir pour commencer les cours de soir. Voilà, quand j'ai commencé les cours de soir, c'est vrai que j'étais toute jeune, mais les personnes que je faisais cours, ils sont beaucoup plus âgées que moi.
c'est des adultes. Il y avait une femme africaine, elle vient du Côte d'Ivoire aussi. Elle me disait qu'elles étaient jeunes. Elle avait une sœur qui vient d'arriver aussi, comme moi. Bon, ils ont fait le renseignement. Il y a une association qu'ils ont pris pour aider à aller à l'école, pour apprendre la langue, que ce soit au collège ou au lycée. Bon, moi, je disais que je viens d'arriver, je ne connais pas les procédures, comment ça fonctionne. Bon, elle m'a donné l'adresse, je suis parti, c'était à Arzanteuil. Quand je suis parti, j'ai parlé, ils m'ont demandé mon âge, ils m'ont dit que pourquoi pas devenir rester là-bas. Paris, la situation, ça paraît aussi. Je disais que je ne connais pas parce que je viens d'arriver. Après, ils m'ont donné l'adresse à Paris, je suis parti. Quand je suis parti, ils m'ont fait des tests. Bon, je ne connais pas du tout, j'ai jamais fait l'école. Bon, ils m'ont envoyé place d'accueil. Place d'accueil, c'est tous les immigrants quand ils arrivent, je commence dans vos places d'accueil. Voilà, j'ai fait une année place d'accueil. Bon, deuxième année, ils m'ont dit que j'étais progressé. Ils m'ont dit de choisir les métiers que je souhaitais faire plus tard. Voilà, moi j'ai choisi d'abord l'électricité. Mais à 7 ans, il n'y avait pas de place dans l'électricité. Finalement, j'ai choisi carrelage mosaïque. Quand j'ai commencé carrelage mosaïque, ils m'ont envoyé au lycée professionnel des Anzores. Quand je suis arrivé au lycée professionnel, j'ai passé mon première année. Pour ma première année, quand j'étais là-bas, il y avait une association aussi qui existait au foyer qui s'appelle RESF, Réseau d'éducation sans frontières. Ils m'ont parlé de cette association qui vont aider les jeunes qui n'ont pas les papiers. Si entre nous, ces personnes qui n'ont pas le papier, ils peuvent participer tous les jours après les cours. C'est vrai qu'on était nombreux, on était presque une dizaine de personnes. Mais il y a certaines jeunes qui ont honte de dire qu'ils n'ont pas le papier. Mais moi, dès le début, je disais que je n'ai pas le papier. Ça fait fin de cours, on participe. S'il y a des arrestations ou s'il y a des manifestations pour soutenir d'autres personnes. Voilà, bon, jusqu'en 2009, j'ai fait les premières demandes à la préfecture. Quand ils ont vu mes dossiers, pas beaucoup de dossiers, ils m'ont rejeté. Bon, 2010, quand j'ai eu mon SAP, carrelage mosaïque, parce que j'ai eu mon SAP en 2010, quand j'ai eu mon SAP encore, j'ai fait une deuxième demande à la préfecture, ils m'ont rejeté encore des enfants avec une ITF des territoires, sous-unité des territoires français. Bon, avant ça, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont fait l'erreur de ma date de naissance, ils ont fait l'erreur de mon lieu de naissance. Moi, je suis en 1990, ils m'ont mis 1980, je suis malien, ils m'ont mis ivoirien. Bon, là, on s'est fait aussi, on a dit que c'est pas normal, ils ne traitent pas bien les dossiers. Bon, on a pris recours au tribunal administratif. Au tribunal, ils m'ont convoqué. Quand ils m'ont convoqué, j'ai parlé au RSF. Bon, j'ai même oublié d'abord parce que RSF, avant tous ces mandats, on avait fait d'abord les parrainages républicains. Voilà, j'ai un parent qui m'a parrainé jusqu'à aujourd'hui, j'ai le contact avec lui. Il a tous mes dossiers jusqu'à aujourd'hui. Je suis comme son fils. Voilà, et même tous mes voyages après, je vais arriver là-bas, tous mes voyages, j'étais avec lui. Voilà, après, ils m'ont dit, est-ce que j'ai un avocat, est-ce que je n'ai pas d'avocat? Ils m'ont dit, est-ce que les jours des jugements, je peux me défendre tout seul? J'ai dit, ouais, si on me donne comment ça fonctionne, je peux me défendre. Bon, les jours des jugements, je me suis défendu tout seul parce que je n'avais pas d'avocat. Ils m'ont donné un papier, ce que je devais dire aux juges. Quand ça arrivait, je me disais que c'est vous qui disiez que quand on arrive en France, il faut intégration. J'ai commencé à m'intégrer, j'ai mon diplôme de carrelage. Je suis major maintenant. À mon arrivée, c'est mes cousins qui prenaient mes messages. Maintenant, je suis major, pour moi, c'est honte aussi. Chaque fois qu'ils s'occupent de moi, pour moi, c'est à moi aussi de travailler un peu. Ils ont dit qu'ils ont eu mes dossiers, ils ne peuvent pas me donner une réponse maintenant. Dans 2 mois, ils vont me répondre. Bon, en même temps, avant les résultats, j'étais toujours à l'école parce que j'ai passé encore une deuxième diplôme peinture. J'ai passé BEP de peinture.
Bon, l'année même que j'ai eu mon deuxième DP, que j'ai eu une convocation du tribunal pour le droit en titre séjour. Voilà, j'ai eu mon titre séjour en 2011. Voilà, dès 2011, j'ai commencé à travailler. Je voulais travailler dans les bâtiments comme le métier que j'ai fait, mais avec la crise, il n'y avait pas de boulot. J'ai travaillé petit métier, petit boulot à gauche à droite, toise, plonge dans les restaurations. J'ai fait ça pendant 5 mois. Après 5 mois, comme je n'ai pas eu ma mère pendant 6 ans, je me disais que je vais retourner au Mali pour aller voir ma mère. Quand je retourne au Mali, fin 2012, quand je suis retourné, j'ai une amie qui travaille à l'Hypercasser, qui disait qu'il y a un magasin qui va s'ouvrir à la porte de la Villette si je suis intéressé. Je dis ouais, je suis intéressé. Bon, j'ai déposé mon CV. Ils voyaient que mon CV, il n'y a pas de commerce dedans. Aujourd'hui, ils vont m'essayer, si j'arrive à travailler dans le commerce, ils vont me donner un contrat CDI. J'ai travaillé même pas 3 semaines, tout ça se passe bien. 3 semaines, ils m'ont proposé un CDI. Voilà, j'ai travaillé là-bas pendant 6 mois. Mais la directrice que j'étais avec lui dans des magasins des percasseurs pour des Vincennes, pour de la Villette, ils ont invité elle pour des Vincennes. Celle qui m'a ramené pour des Vincennes. Sinon, moi, ils m'ont recruté pour de la Villette. Voilà, je suis parti avec elle à l'époque des Vincennes. On a travaillé ensemble jusqu'à les jours des attentats. Voilà, comme vous savez, dans les magasins des percasseurs, on a des équipes qui travaillent dans les magasins. On a une équipe qui travaille le matin, on a une équipe qui travaille l'après-midi. Bon, comme chaque vendredi, ils n'ont pas besoin d'équipe parce que le magasin est fermé à 14h pour les jours de sabbat. Moi, j'avais déjà parlé avec mon patron s'il peut me livrer chaque vendredi de 13h pour que je puisse aller à la mosquée. Il m'avait accepté. On travaille comme ça vendredi, moi je finis à 13h. Bon, les jours des attentats, on a reçu les commandes des surgelés vers 11h. Bon, avec mon collègue qui est décédé dans le magasin, on avait mis les commandes dans les rayons. Moi, les restes des commandes, comme ils savaient que moi je finis à 13h, on a mis tous les restes des commandes dans les palettes. Ils m'ont dit de stopper ça moi. Moi, je crois que je suis descendu d'abord, même pas 5 minutes, j'ai entendu coup de feu dans le magasin. Voilà, bon, quand j'ai entendu coup de feu, je ne me suis pas arrêté, j'ai continué à travailler. Ça a répété des enfants, je me suis arrêté pour voir ce qui se passe. Parce que comme les magasins sont situés vers la périphérie, moi je crois qu'il y a un gros accident ou il y a quelque chose qui va pas. Bon, troisième reprise que j'ai voyé tous les clients et mon directeur adjoint qui commence à descendre dans le magasin, il y a une foule. On a l'escalier qui donne des réserves en bas. L'escalier, c'est une prolongation. Il n'y a qu'une personne qui peut descendre. Mais avec la peur, les foules sont tous descendus par la peur. C'est là que je me suis arrêté. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que les terroristes sont entrés dans le magasin. Après, à ce temps, la porte des congélateurs s'était ouverte parce que j'ai en train de ranger les cartons. J'ai appelé tout le monde de venir avec moi. On est rentré là-bas, mais il n'y avait que certaines personnes qui sont rentrées aux toilettes, certaines personnes qui sont passées derrière la palette. Je suis rentré avec la majorité de personnes avec moi. Bon, quelques minutes, on était dedans, j'entends un coup de pied dans l'escalier, quelqu'un qui descend. J'ai ouvert la porte discrètement pour savoir c'est qui cette personne. Quand j'ai regardé, je voyais c'était ma collègue, notre caissière, ma collègue, qui est descendue. Moi, je ne crois pas toujours que c'était une attaque terrorisme. C'est là que j'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une attaque terrorisme ou c'est braquage?
Elle me disait que non, c'est pas le braquage, hein, parce que déjà, il y a des personnes qui sont au sol et elle ne sait pas s'ils sont morts ou pas. Après, elle me disait que est-ce que j'ai la clé des magasins? J'ai dit que moi, je n'ai pas la clé des magasins. Mais quand même, il y a mon directeur adjoint aussi qui s'est cassé derrière les palettes. Je le vois casser. Je suis parti les voir. Il me dit qu'est-ce qui se passe? J'ai dit est-ce que tu as la clé des magasins? Il m'a dit oui, il m'a donné, j'ai donné la caissière, elle est montée là-haut. Les touristes, il a autorisé tout le monde de fermer tous les portes des magasins pour qu'ils ne prennent pas la fuite. Ils ont fermé les portes. Après, il a envoyé encore ma collègue de venir nous appeler en bas. Si on ne monte pas, il va faire des carnasses. Bon, c'est là qu'il y a eu la panique. Tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'on devait faire? Est-ce qu'il y a sorti secours par en bas? Je me disais que non, il n'y a pas de secours. J'ai donné les propositions parce que pour sortir des réserves, soit tu prends les monts de charge. Quand tu as des monts de charge, juste 1,50 m, il y a une porte secours qui donne vers la périphérique. Bon, avant ça, mon collègue, l'autre qui m'a fait rentrer à l'EPCASER, comme lui il travaille pour de la Villette, je l'appelle d'abord pour prévenir qu'il y a une prise d'otage dans notre magasin. Bon, comme c'est un ami à moi, souvent on rigole ensemble. Il ne m'a pas pris ça au sérieux. Bon, mon parent qui m'avait parrainé, lui, il l'a fait pour dire qu'il y a une prise d'otage dans notre magasin. Il m'a juste demandé c'est où l'adresse. J'ai donné l'adresse. Juste en face de lui, il y a une école juive. Il y a des militaires qui gardent là-bas. Il est parti en courant pour dire qu'il y a une prise d'otage pour la Villette. Pour les 25, excuse-moi, pour les 25, ils sont partis tout de suite parce que tout le monde était prêt pour ça parce qu'ils ont attaqué Charlie Hebdo, ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont tiré la policière aussi à Montrouge, ils n'ont pas arrêté. Du coup, tout le monde était prêt dans l'action. Quelques minutes, ils sont arrivés pour les 25. Nous, on était toujours en bas pour trouver la solution. Bon, il y a un moment, moi, j'ai proposé des clients qui étaient avec moi en bas, de prendre mon charge avec moi. Ils ont dit que ce n'est pas une très bonne idée parce que mon charge, ça fait du bruit. Déjà, même s'il n'y a personne dedans, quand on est dans le magasin, en montant, il fait du bruit, ce n'est pas une très bonne idée. En sortant, il peut venir nous attendre à la sortie de mon charge. Bon, je disais que moi, c'est ça, soit vous prenez l'escalier, là où vous êtes descendu, vous montez dans le magasin. C'est que ça comme proposition. Bon, après, il y a mon directeur et une dame qui ont monté ensemble. Ils ont pris l'escalier et ils ont rejoint d'autres étages au magasin. Moi, c'était tout en bas. Bon, c'est là moi j'ai décidé de dire que si vous ne voulez pas me suivre, moi je prends mon sac et je sortir. Pour les gens qui étaient avec moi, ils ont dit non, ils ont préféré rester en bas. Si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. J'ai fait rentrer tout le monde dans les chambres congélateurs. J'ai coupé la montère pour ne pas très froid. Ils vont congeler. Voilà, j'ai coupé la montère. Bon, c'est là que j'ai dit à tout le monde de mettre leur téléphone en vibreur au mode d'avion. Au cas où aussi ils descendent en bas, pas que ça qu'ils sont cassés. Voilà, moi je suis parti prendre mon charge. Mais c'est pas mon charge, il était dans le magasin. Quand j'ai appuyé pour descendre, je me suis cassé un peu pour voir si les touristes se cassaient dedans. Quand j'ai regardé des personnes, je suis rentré. Quand je suis rentré, c'est vrai que mon cœur ne sait pas, parce que je ne sais pas si je vais tomber sur lui. Parce que quand je tombe sur lui, je ne peux plus faire d'une fois, c'est mort. Bon, quand je suis sorti de mon charge, j'ai regardé ma gauche, à droite, je ne voyais personne. Je suis foncé vers la porte. Bon, la porte aussi, on a mis une barrière pour bien protéger la porte en cas de vol. Quand je suis avec les barrières, j'ai jeté. Bon, mes collègues qui étaient dans le magasin, après quand ils ont lancé l'assaut, ils disaient qu'ils ont entendu qu'il y a quelque chose qui s'est passé devant la porte. Les touristes, il est parti en courant pour savoir ce qui s'est passé. Mais moi, quand je suis sorti, je ne suis pas arrêté, je suis foncé vers la porte. Quand je suis sorti, j'ai reclaqué la porte derrière moi. Bon, c'est là qu'il a demandé de refermer, ils ont mis la palette de farine pour bien passer tous ces caméras des magasins, ils ont tout fermé. Bon, moi, ma grande surprise, quand je sors du magasin, c'est
Moi, mon idée, quand même, c'est quand je sors, parce que juste d'après qu'il y a une station essence en bas, souvent, ma directrice, elle m'envoie d'acheter un paquet de cigarettes pour elle. Moi, mon idée, c'est de prendre l'escalier là pour descendre. Même si je procède derrière, ça trouve que je suis déjà descendu là. Moi, mon tête, c'est ça. Donc, quand c'est arrivé, la police, ils sont tous arrivés. Ils m'appellent par le micro, arrêtez-vous, mettez-moi à l'air et crient tous en même temps. Je n'ai rien compris. J'étais en pleine panique. J'étais en pleine panique, ouais. Bon, seule chose que j'ai fait quand même, j'ai montré les mains pour dire que j'ai rien. Bon, j'étais presque 50 mètres de pousser et ils m'ont dit qu'ils me poussaient. Je me suis poussé. Finalement, j'ai marché avec les mains comme ça. Quand c'est arrivé, ils m'ont fait, ils m'ont rien trouvé. C'est là qu'ils me posent la question, vous êtes combien? Madame, je vous dis, vous êtes combien? Moi, je parle des nombres de personnes qui sont dans le magasin. J'ai dit qu'on est presque une quinzaine de personnes. Ils m'ont dit 15 touristes. C'est là que je me suis dit, ah, ils me comparent avec les touristes. J'ai dit que moi, je suis pas touriste, moi, je suis un employeur du pécasseur. Bon, ils ne m'ont pas pris ça au sérieux. Quand même, ils m'ont plaqué, ils m'ont mélotté. Ils m'ont mis dans un camion. Il y a tous les policiers qui viennent qui me demandent ce qui s'est passé. Je disais que moi je ne comprends rien. Je suis un employeur de pécasseur. J'étais en bas quand les terroristes sont arrivés. Je peux dire que ça. Il y a des otages qui sont en bas. Et on a aussi un enfant qui est avec nous. Qui est avec nous. Voilà. Chaque policier il vient, je disais la même chose. Il y a presque une dizaine ou combien de personnes qui me demandent, je dis tous la même chose. J'étais dans la voiture mélodée, mais je regardais tous les allers-retours, tout ce qui s'est passé vraiment. Bon, finalement, je voyais mes collègues au dépôt, les personnes qui travaillent au dépôt, sont venus sur le lieu pour donner un peu d'informations. Quand j'étais dans la voiture, je voyais plus loin. Les policiers qui étaient avec moi pour me regarder, je disais, si vous ne croyez pas, vous voyez ces personnes qui sont là-bas, c'est mes collègues qui venaient me voir. Quand ils sont venus, ah ouais, si, c'est notre collègue de l'hypertension. C'est là qu'ils m'ont pris ça au sérieux. Ils m'ont dit, ça fait combien de temps que je travaille dans le magasin? J'ai dit que ça fait bientôt 4 ans. Ils m'ont dit que je connaissais bien le magasin de douane, je connais très bien. Ils m'ont donné un grand papier. Ils m'ont dit que je peux dessiner les plans du magasin. J'ai dit, ouais. C'est là que j'ai commencé à collaborer avec la police. J'ai dessiné tous les plans du magasin, les réserves, l'escalier où ça se trouve, là où les résultats sont descendus. J'ai tout donné. Après, il y a un dessinateur qui est arrivé, un professionnel, qui a pris mon dessin pour faire correctement. Bon, il y a un moment où moi, je demandais de me rentrer à la maison. Ils m'ont dit, est-ce que ça ne me gêne pas de rester avec eux pour aider, faciliter l'assaut? Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je suis resté avec la police. Je suis sorti du magasin, il était vers 14h. Les gens lancé l'assaut jusqu'à 17h. Ils étaient avec la police. Ils négocient avec les touristes. Finalement, il n'est pas voulu de se rendre. Voilà. À un moment, je voyais mon directeur qui était dans le magasin. Lui, il a pris la balle par les épaules. Il avait aussi le double clé sur le cou. Les policiers, ils ont récupéré, lui, ils ont envoyé à l'hôpital. Moi, ils m'ont montré les clés, si je connaissais bien les clés du magasin du douane, pour faciliter d'ouvrir le magasin d'extérieur. Voilà, j'ai facilité aussi. Mais en même temps, ils ont eu aussi contact avec un des otages dans les magasins par le message qui disait ils sont dans les magasins. Mais les policiers ont demandé où vous êtes exactement dans les magasins, parce que là ils vont lancer l'assaut pour savoir où ils sont dans les magasins. Bon, ils m'ont dit où ça trouve, ils ont dit qu'ils sont entre les deux régions dans les magasins. Bon, moi c'est mon dessin, ils ont dit où ça se trouve vraiment les deux régions dans mon dessin. Je disais que ça se trouve là. Bon, là c'est le moment qu'ils ont lancé l'assaut, j'étais toujours près des CRS. En même temps, il y avait des personnalités de la maire de Paris, du ministre de l'Intérieur. Et on était tous sur les toits, on regardait, c'est comme un film. Après, moi, je suis resté jusqu'à la fin de l'assaut. Quand ils ont livré tous les otages, ils nous ont pris en charge
Il y avait une banque à côté, on était tous rentrés. Vers le soir, ils nous envoient à l'hôpital. On est resté jusqu'à 1h du matin. Bon, vous savez, moi, je demandais dès 14h. Mais après, quand j'ai lancé l'assaut, tout mon avis, c'est proche à la télé. Et moi, mes parents, ils m'ont pas vu sortir parce que mes parents, ils savent que je travaille là-bas. Et puis, surtout, les problèmes, c'est quoi? Il y a une personne qui a appelé mes parents en Afrique pour dire que là où il y a des attentats, je travaille dedans. Ils ne m'ont pas vu sortir. Et ils croient que c'était fini pour moi. Bon, quand il nous a ramenés à l'hôpital vers 1h du matin, il veut nous garder toute la nuit. Moi, je disais que je ne pouvais pas parce que faut que je rentre à la maison. Mon téléphone n'avait plus de batterie. Bon. Ah ouais. Il y a plus de beau. C'est ce moment que moi, j'ai décidé de rentrer à la maison. Quand je rentre à la maison, j'ai un cousin aussi qui est venu sur le lieu des attentats pour donner un peu d'informations pour dire qu'il a une famille qui pourrait dedans. Les journalistes, ils ont réussi à prendre mon numéro par mon cousin. Quand on soit rentré, je vois combien des messages, des appels. En fait, c'était les défunts TV qui venaient m'interviewer au début. Voilà, mon premier interview, j'ai donné ça au foyer. Voilà, ça a été passé comme ça aux attentats des Percassés. Oui, c'est vrai qu'on ne peut que saluer ton acte de courage et de bravo de la Sana par rapport à ce qui s'est passé et puis tout ce qui en a découlé après. Il y a l'obtention des papiers, tu disais, tu as été reçu par le pape et une journée en ton nom à New York et tout ça. Mais nous, ce qui peut nous tracasser un peu, c'est l'avant. L'avant des attentats, ce qui se passe pour un migrant quand il arrive en France, toutes les démarches qu'il doit avoir pour pouvoir s'en sortir dans la société. Moi, ce qui me dérange le plus par rapport aux filières, c'est qu'un migrant lui propose soit l'électricité, soit le carrelage, soit d'être agent de sécurité. Je vois des agents de sécurité qui ont des masters en biologie dans leur pays et qui n'est pas reconnu en France. Ça, c'est un problème. Il faut des reconnaissances, des parallèles, tout ça pour pouvoir reconnaître un diplôme d'un pays à un autre, pour pouvoir s'en sortir également avec les connaissances qu'il possède. Et voilà où on en est. Je sais pas si Juste dire un mot là-dessus, parce que c'est une situation, celle qu'a connue la Sana, et son récit était très émouvant, avec y compris les dessous de l'histoire de l'attentat, qu'on n'a pas forcément entendu sur les chaînes de télévision. Le fait que quelqu'un d'un peu coloré qui sort lors d'un attentat, on le range facilement parmi les terroristes et non pas parmi les victimes. Je pense que c'est significatif. Mais il y a à Quimper actuellement des jeunes qui connaissent cette situation qu'il a vécue, des jeunes mineurs non accompagnés, qui sont dans des situations très difficiles, à qui on fait subir des tests osseux pour contester leur minorité et ensuite pour les expulser. Il y a des jeunes Maliens en particulier, il y a des familles aussi, y compris avec des enfants malades ou des adultes malades qui ne peuvent se soigner qu'ici et qui ont reçu des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Et il y a samedi prochain, à Quimper, à 10h30, une manifestation à l'appel de la Ligue des droits de l'homme à propos justement des règlements de Dublin. On a un des responsables qui est là, Stop Dublin, à 10h30, place Théoduc. C'est vrai que dans notre ministère, nous avons, c'est bien sûr une boutade, la chance d'avoir un préfet sur cette question-là qui est évidemment très ouvert, très pertinent. C'est bien sûr une boutade au vu de tout ce qui se passe. Le Sénat, si tu voyais ne serait-ce qu'un quart de ce qu'il fait, c'est vrai qu'il y a des règles au niveau de la demande de papier où on déclare si un enfant est majeur ou mineur sur des questions, par exemple la règle osseuse, qui est l'équivalent d'un enfant américain des années 60. Absolument pas pareil. Il y a aussi des entretiens qui sont faits avec ces mineurs où on leur demande de raconter leur parcours, de raconter ce qu'ils ont fait et tout ça. Et on juge en fonction de ce qu'ils disent, s'ils ont la maturité ou pas, de quelqu'un de majeur, quelqu'un de mineur. Mais est-ce que seulement un seul d'entre eux a vécu
ne serait-ce qu'un bout de la traversée de ce qu'ils font. Ces règles-là, au parti, en tout cas, on les combat depuis des années. On voit que les rassemblements, les manifs, tout ça, c'est surtout à l'intérieur des règles européennes. Il faut que ça change, il faut un véritable changement de politique migratoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nombre très minoritaire, très petit, de ce qui va se passer sur les 5, 10, 15 ans à venir avec le réchauffement climatique. Les réfugiés climatiques, ce sera une autre question. Et moi, ce qui me dérange de plus en plus, ces dernières années, c'est qu'on prend ces personnes, comme Lassana et autres, comme des objets. On a un contingent, on a un nombre, et c'est des objets, c'est de la marchandise. Ce trafic d'êtres humains, ça devient une marchandisation. Et ça, nous, on dit stop en France, en Europe et dans le monde, on dit stop à cette marchandisation de l'humain et de la concurrence de l'homme par l'homme. Voilà où on est. Il faut dire stop à cette marchandisation. Un petit mot de conclusion dans la continuité pour dire qu'on avait fait une réunion publique à Brest. Yvonne et Pierrot y étaient d'ailleurs avec Mariam Madjoudi, qui est candidate sur notre liste en 9e position, prix Goncourt du premier roman, qui est d'origine iranienne. À l'époque, ils ont eu leur droit d'asile en 2 mois. Et elle qui travaille au contact des migrants pour faire de l'alphabétisation dans le cadre de la Croix-Rouge, avec des jeunes migrants isolés, elle est aussi indignée par la situation qui est faite aux réfugiés. Et nous, on refuse de distinguer des bons réfugiés politiques de mauvais migrants économiques qui feraient leur supermarché en Europe pour choisir un pays avec plein d'avantages sociaux, parce que c'est pas ça la réalité en fait. Tout le monde cherche à vivre, à survivre et fuir la misère. Les réfugiés syriens, ils fuient la misère des camps de Turquie ou de Jordanie ou du Liban. De la même manière que les Africains vont fuir la misère du Soudan, du Mali ou du Sénégal. Et c'est vrai que quand on a traversé l'Afrique du Nord, quand on est resté 1 an ou 2 ans en Libye, par exemple, dans un des enfers sur Terre qui existe actuellement, je pense qu'on peut dire qu'on mérite le statut de réfugié. Parce que c'est des gens qui ont vu des amis abattus par les passeurs, qui ont été réduits en esclavage, qui ont vu des femmes violées bien souvent sous leurs yeux ou à côté d'eux. Et c'est des récits de vie que nous racontent ces jeunes migrants. Donc c'est extrêmement important de se battre pour une Europe de la civilisation. Actuellement, on est en train d'augmenter le budget de sécurité sur nos frontières, de passer des accords avec la Libye pour ramener les bateaux en Libye, dans les conditions de respect des droits de l'homme que l'on sait. On voudrait externaliser la gestion des frontières au Maroc, en Algérie, en Libye, en Turquie, ce qu'on fait déjà avec la Turquie aussi, avec un accord crapuleux passé avec Erdogan. Et on augmente le budget de l'armement nucléaire, le budget de l'armement, et par contre on réduit les budgets sociaux de l'Union européenne ou les aides de la politique agricole commune. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une Europe de la civilisation, une Europe de la culture, une Europe qui ne tourne pas aux valeurs des droits de l'homme. Et d'ailleurs, c'est la seule voie qu'elle a apportée, je pense, dans le monde actuellement. On n'est plus des grandes puissances mondiales, par contre, on est des puissances post-coloniales, des anciennes grandes puissances coloniales. Et si on n'est pas capable de porter une autre voie que celle de Trump, par exemple, dans le monde, qui élève un mur à la frontière mexicaine, dans ce cas-là, on n'a plus voix au chapitre au niveau mondial. La politique mondiale va se décider entre des puissances nulles, des puissances économiques et militaires, et les Européens, ils seront dans les derniers wagons de l'histoire. Donc c'est important que vraiment on continue et même dans un contexte difficile où l'extrême droite augmente partout dans les pays européens, elle augmente aussi parce qu'il y a eu beaucoup de démissions politiques sur le plan des politiques gouvernementales. Et quand on tient un discours d'ouverture à la diversité du monde et d'accueil,
Et quand on montre par des exemples de réussite de l'intégration et d'une société diverse, que tout ça, ça enrichit notre société, ça enrichit notre nation, et ben on fait reculer l'extrême droite. Et je pense que ton témoignage, Lassana Battini, est aussi un outil important à exploiter pour faire reculer l'extrême droite. Merci à tous d'avoir été présents.